Ja, we Het zijn is in de uitzending. 3 uur 's middags En live, geweest. jongens. En dat betekent op donderdag op dinsdag, woensdag. Radio Teranga. Radio Ja. Teranga. Yeah. Dat is namelijk dit geluid. Dat geluid. Dat typische geluid van Senegal. Dakar, Amsterdam. Lessen in migratie. Hier allemaal bij Radio Teranga op woensdagmiddag. En wat je net voor de uitzending, nu net hiervoor zei van in Dakar wordt nu gewerkt aan betere beheersing van Jitsi. Of zo. Leg even uit, Jo, wat gaat er nou gebeuren? Sorry. Zal ik vertellen wat we gaan doen in deze uitzending? Lijkt me een goed idee. Ja. Ik moet de luisteraars waarschuwen. We gaan heel erg Frans praten zometeen. En dat gaan we doen met mensen in Dakar die zich straks aanmelden. En met Sibo, die is al in de uitzending. Hallo Sibo. Hallo, dag Jo. We gaan het namelijk hebben over jouw boek. De Droom van Lumumba. En ik heb ze intussen kunnen lezen. En dat was heel erg goed. Dat was mooi. Fijn. En ik denk dat het mooi is om de droom van Lumumba voor te leggen aan de jongeren in Dakar. Om te kijken waar ze zich herkennen en waar ze iets denken van hé, dat is interessant. En ik dacht, het hoofdstuk waar we misschien mee kunnen beginnen is hoofdstuk 6. En dat gaat over grenzen en dat gaat met name ook over de transfrontalier. Dat zijn de grensoverschrijders. Ja, dat vind ik een hele mooie term, die kende ik nog niet. Mm-hmm. En dat is allemaal naar aanleiding natuurlijk van het feit dat Patrice Lumumba 100 jaar geleden werd geboren. En ook omdat de Democratische Republiek Congo tegenwoordig 65 jaar bestaat. Dus reden voor een gedenkwaardige herdenking en actualisering. En dat gebeurt komend weekend uitgebreid in zowel Felix Meritis op zaterdagavond als in De Nieuwe Liefde. Mooi woord. En dat op zondag vanaf 4 uur. En wat dan ook heel erg vet is natuurlijk dat niet alleen daar mensen komen die schrijven en voorlezen en praten, maar er komen ook gewoon mensen die, die muziek maken. Ik zal even een voorproefje geven, want het is gewoon leuk om even naar te luisteren, weet je wel. Kijk, die komt zondag in De Nieuwe Liefde, let op. Moet je wel komen, hallo. Paris bien refoulé, noyé à la Pétouza. 100 crédits sans carte ID, mal du pays. Néo-nazi, néo-stasi, paparazzi. Étranger immigré, exilé dans Europe fortifiée. Naïe Koto, Namakolo, moi je suis venu à pied. Ouais, homme à la mer en pleine détresse. Ça joue les aveugles dans la presse. RAS, RAS, RAS. Ouais, homme à la mer en pleine détresse. Ça joue les aveugles dans la presse. RAS. Comment pourrais-je être raciste? Ja, dat is Badi. Die komt uit België en die komt uit Congo en hij is in Nederland zondag. En Sibo, jij kunt misschien even vertellen, ik weet niet of je dat weet, wat is RAS eigenlijk? Wel, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ken Badi ook niet. Oké, jongen. Ik ben ook helemaal niet meer mee. Ik ben 50 jaar. Ik was ooit een rapper, maar dat is zo ongeveer 15 jaar geleden. Dus overgegaan. Ik weet niet wat NAS is. Misschien weet ik het wel, maar dan niet expliciet. Nee, ik ken RSA, dat is Republic of South Africa, maar dat bedoelt hij vast niet. Ik ga het hem vragen. Misschien heeft hij nog meer optredens dan alleen in De Nieuwe Liefde. Weet ik eigenlijk niet. Het zou wel goed zijn. Misschien kan Bart daar iets over zeggen. Want hij zou het ook goed doen in de Okkie of in de Frankrijk. Of in Daar heb ik verstand van. Misschien kunnen we hem engageren nog een keertje. Ik vind hem goed.
Ik bedoel, Ik vind hem goed, ja. Het is een rapper en muziek vond ik prima. Maar ik heb er eigenlijk niet, van die soort muziek niet heel veel verstand. Dus ik kan wel zeggen, Nee. te gek, mooi. Maar wel, ik vond het klinkt net echt. Ja, het klinkt lekker. Het is misschien niet heel vernieuwend, maar de Nou, letters... het is wel heel vernieuwend, maar ik heb er gewoon geen verstand van. Dus, Nee. dus daar wil ik eigenlijk niks over zeggen daarover. Ik vond het lekker Nou, je klinken. mond dan. Ja, jij vraagt het toch? Ja, ik dacht misschien... Jij bent nog geen 50, dus misschien weet je dat. Oh, je charmeur. Ik bedoel, ja, en je doet ook een oude punk, dus weet ik veel. Wat is de naam van het nummer? Dit is de radio-edit van het nummer... even kijken. RAS. RAS. Het is FAS. Nee, RAS. Ah, RAS. Oké. Ja. Maar ja, oké. Ik had NAS begrepen. Nee, het is R.A.S. Republiek aan een autonoom Senegalees. Misschien. Zou Dat is een kunnen. gok. Maar hij komt uit Congo, hè? Of, kan het Congo, dus ik zie niet Nee, dat waarom dat het geval zou zijn. Ja. Ik weet Nee, niet, maar, wellicht de hele tekst horen, kan je het er wel uit opmaken. Maar zo from scratch heb ik er eigenlijk geen idee van. ja. Hey, Simbo, omdat je nieuw bent in de live-uitzending, moet ik even vertellen dat we dus het gesprek wat we gisteren hadden, vanmorgen hebben uitgezonden in de uitzending van 12 uur. Mhm. Dat is de Nederlandstalige uitzending van Radio Patapoe. En daarin werd dus ook aangekondigd dat we dat nu in het Frans gaan doen. Alleen doen we dat niet, want er zijn geen Franstaligen in de uitzending. Dus daar kan je soms een beetje slomen. Het is daar ook 2 uur vroeger, dus ja, komt er dus wat tussen. Maar ze komen vanzelf wel. Het is oké. Ja, En- ik spreek meestal Frans wanneer men mij in het Frans aanspreekt. Dus Ja. si on peut parler français, il n'y a aucun problème. Donc, Ja. Nou, als je het goed vindt, dan ga ik even een stukje voorlezen. Dan hebben we, dat was voor de Nederlandse luisteraars bij de hand. Even kijken, moet ik eens weer eventjes zoeken. Waar is het ook alweer? Ik zie nou. Stom is dat, hè? Ja, de Moembasdroom. Even kijken, pagina 92. 9.2. Of wil je het zelf voorlezen? Dat kan ook natuurlijk, maar... Ja, wat zou je willen dat ik voorlees? hoofdstuk 6. Het hele hoofdstuk. Nee, het begin. De eerste pagina ongeveer. Ja. Ik zal er even het boek bijnemen dan. Ja. Ik kan ook even het omslag laten zien. Want ik heb nu een pdf en ik kon het niet kopen. En er staat geen omslag bij. Dus als jij het omslag hebt, kun je dat even laten zien. Want er zijn een paar mensen die kunnen meekijken. Namelijk de deelnemers in de uitzending. Dan hebben we een beeld van Lumumba zelf. Dat is wel goed. Ja, Yes. ik dacht dat er geen camerabeelden waren. Maar goed. Nou, alleen voor de mensen die in Jitsi zitten, maar niet voor de luisteraars. Oké. Ja. Prima. Ik zal er je wil dat ik het begin van hoofdstuk 6 even lees? Ja, dat zou Oké. mooi zijn. Oké. Ik begin elk hoofdstuk met een kort citaatje van Lumumba zelf. In dit geval is demain nous allons supprimer toutes ces barrières douanières. Wat vertaald is, morgen zullen we al die douanegrenzen opheffen. Trouwens, dat is ook een van de... Moet ik dat in het Frans uitleggen, Jo? Of spreek ik gewoon verder in het Nederlands? Want Ja, kan nog in het Nederlands, zolang we geen Franstaligen hebben aan boord. Ja, het is toch belangrijk te benadrukken dat het werk van Lumumba, hij is misschien wel gekend als historische figuur, is vooral heel veel geschreven over zijn moord, maar zijn eigen geschriften zijn nog nooit vertaald geweest naar het Nederlands. En dus zijn ook niet toegankelijk voor een Nederlandstalig publiek. En we moeten er toch wel rekening mee houden dat 2 op 3 Belgen Nederlandstalig zijn. Dus het blijft een heel Franstalig iets, waar dat de Vlamingen of de Nederlandstalige Belgen zich eigenlijk heel weinig informatie of rechtstreeks informatie over kunnen inwinnen, laat staan Nederlanders. Maar dus ik zal even beginnen. Ik wil toch ook wel zeggen dat ik dit boek echt wel geworteld heb, ook in mijn eigen ervaring. Dus ik baseer mij op de teksten van Lumumba. Ik wil zijn kennis en zijn visie delen met een Nederlandstalig publiek, maar eigenlijk liefst met de hele wereld. Maar ik wil ook wel de relevantie ervan aantonen door te verwijzen naar mijn eigen leven en naar hoe dat zijn ervaring, hoewel dat die man al dood was voor ik geboren was, eigenlijk heel relevant is om mijn eigen tegenwoordigheid te kunnen verstaan.
Even voor de duidelijkheid, hij is vermoord in 62? 61. 61 al, ja. Ja, Zij was toen net nog geen jaar de eerste democratisch gekozen president van onafhankelijk Congo. Ja. En hij is eigenlijk feitelijk op gezag van de CIA en koning Leopold de zoveelste van België. Het was om zeep geholpen door Boudewijn op dat moment. Maar Ja, het Koningshuis is wellicht medeverantwoordelijk, net zoals... maar laat ons de Belgische overheid noemen. De Belgische overheid en de CIA zijn medeplichtig in de moord op Lumumba. Dat is ruimschoots aangetoond in het werk van Ludo de Witte, onder andere zijn boek De Moord op Lumumba. Ja. Maar jij moest het boek schrijven. Ik moest. Ja, ik moest. Ik zal gewoon even lezen. Ik weet niet... Waarom moest je dit boek schrijven? Oh, je wordt gebeld. Moment. Ja. Wat is de voornaam van Lumumba? Hoe heet hij volledig? Patrice. Ah, dat was het. Ja, er is ook een Patrick Lumumba, die eigenlijk vandaag een hedendaagse belangrijke jurist is. En vooral iemand die strijdt tegen corruptie is, een Keniaan. Een Keniaanse politieke, intellectuele figuur die PLO Lumumba wordt genoemd. PLO Lumumba. Maar hij is niet verwant. Nee, geen verwantschap. Nee. Ja, net Wat zoals... lezen, joh. Maar Sibo, je was eigenlijk nog iets heel belangrijks aan het zeggen. Want je hebt dit boek geschreven omdat, hoewel je na Lumumba's dood geboren bent, toch heel veel van je eigen leven erin terugvindt of zoiets. Ja. Hoe bedoel je dat? Ja, dus je vroeg mij waarom moest ik dit boek schrijven. Ja, enerzijds was het ook gewoon de timing. Ik denk dat de tijd van zijn 100ste verjaardag het uitgelezen moment was om hem te rehabiliteren, of althans bij te dragen tot zijn rehabilitatie. En als ik spreek over rehabilitatie, dat is eigenlijk niet nodig in Afrika. Ja, in Afrika is iedereen eigenlijk in zekere zin, draagt een warm hart toe naar Lumumba. Ongeacht of ze gelezen hebben of gehoord hebben wat hij eigenlijk te zeggen had. Hij fungeert als een symbool, een icoon, van Afrikaanse onafhankelijkheid. Ja. Maar in België is er nog altijd heel veel meningsverschil. Er zijn mensen die hem op handen dragen, maar er zijn ook mensen die hem verguizen. En dus eigenlijk ook in eerder progressieve kringen zal je mensen horen die toch wel zullen beargumenteren, of laat ik zeggen in de mainstream, op de nationale omroep en dergelijke. De twijfel of Lumumba nu wel een te vertrouwen persoon was, een megalomaan, of anderzijds een held en een visionair. Die discussie die blijft open. En ik vind dat problematisch, omdat eigenlijk als je gewoon eerlijk kijkt naar de data die we hebben over Lumumba, dan kan je alleen maar tot de conclusie komen dat hij een bruggerbouwer is, dat hij een consensusfiguur is, dat hij een pragmaticus is, dat hij eigenlijk iemand is die iets nieuws wil bouwen voor de toekomst. En je micro staat uit, Jo. Dus... Ik zei, hij is alles wat jij ook zou willen zijn. Ik denk dat ik mezelf ook wel... Ik heb althans een zelfbeeld van mezelf als pragmaticus en diplomaat en dergelijke. Maar tegelijkertijd is het dan wel interessant om te zien hoe dat iemand die uiteindelijk... Ja, om toch wel te zien dat het idee van iemand die een oproerkraaier is, iemand die geweld goed praat, iemand die tegen witte mensen is, dat idee toch wel blijft voortleven, hoewel dat er daar helemaal geen bewijs voor terug te vinden is. Maar dat is een beetje te vergelijken met wat er vandaag gebeurt. Hè. Het gaat over wie het luidst roept, krijgt gelijk. Wie het narratief kan domineren, krijgt uiteindelijk het laatste woord, of het nu waar is of niet waar. Hè. Ik denk maar aan het migratiedebat. Is migratie echt een probleem dat onoverkomelijk is? Als je de politici beluistert wel. Als je naar experten luistert, zoals Hein de Haas bijvoorbeeld, dan kom je tot de conclusie dat dat helemaal niet het geval is. Maar ja...
Je micro staat uit, joh. Het goede nieuws is dat Dakar intussen in de uitzending is gekomen. Alors, Dus na deze inleiding in het Nederlands kunnen we nu overgaan in het Frans. Bonjour Mohamed. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Rende, assalamu alaikum. Ouais, allô, yéen a ngi may. Ok. Yéen a ngi si Bonjour à jàmm. tous. Nous sommes là, dans la émission. Si tu ouvres le microphone, oui. Oh, yes, Ok, je t'écoute. Ok, Ouais, bon. tu m'écoutes. Bonjour. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'attends. Il y a plein de bruit autour de toi. Ça fait Ouais, difficile il y a la connexion. les autres Allô, là, c'est mieux? Oui, Bonjour. c'est beaucoup mieux. Tu es là Ouais, avec yeah. Moustapha aussi? Ouais, mais il est au téléphone. He's talking with his mother, I think. Yeah. Yeah, He made ok. yeah. Ok. Mm. Bon, je vais te présenter dans la radio. Ouais. Nous sommes en ligne. On parle avec Sibo Rugwiswa Kanobano. Il a écrit un livre important en hollandais sur Patrice Ouais. Lumumba. Ah, Il parle nice. du rêve de Lumumba. Yes. Et je l'ai invité pour parler avec vous, pour partager le rêve et pour voir quelle est la significance aujourd'hui des pensées, de la vie de Lumumba pour maintenant, non? Pour vous et pour moi aussi. Parce que je crois que Lumumba, c'est un homme très important, légendaire, mais il n'y a pas beaucoup de monde, surtout en Hollande, qui le connaît vraiment. Et je crois qu'il a le statut de personnages plus communs, plus connus, comme Malcolm X ou Bob Marley ou James Baldwin. Il est vraiment un penseur. Hein? Il était politicien, mais il était aussi philosophe. Il est très africain. Il n'aime pas les frontières, ni les frontières douanières, ni les frontières coloniales, ni les frontières entre les races, ni les frontières entre les pays. Il faut traverser, il faut nier les frontières entre nous, c'est ça. Ouais. C'est un grand résumé. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, je trouve, et déjà qu'il y ait quelqu'un qui somebody who's living like outside of Africa and thinking about Lumumba and make us remember like the impact that he have in all around the world. Like I can say Fela Kuti is most popular than Patrice Lumumba, you know? Like because the music is better. Yeah. So I'm here like I want to hear a lot of Sibo because he writes a book. And let me just introduce myself again. My name is Mamoudou Lamine Sisse, and nice to meet you guys, Sibo, Michel, Joe, and Bart. Yes. Andy is coming. Yeah. Okay, maybe Sibo, you can introduce yourself because you're not only a writer but you're also a professor here in Holland. Can you tell us something about yourself, please? Yeah. So wait a minute. So it's not French; it's English that we're going to speak. I'm confused now. Whatever. So English is the preferred language? For Mohammed, it's okay, I think. Yes. Okay. Yeah, it's okay. I can understand. Yeah, but I mean, I speak French fluently. It's my first language, but anyway. Yeah. It's better to speak French. Yeah. Ok, je vais parler français parce que quand même, je crois qu'il y a une grande confusion. Ma première langue, c'est le français, mais le néerlandais, c'est la langue de mes études, la langue de ma vie pour le moment et de ma profession pour le moment. Donc dans ce sens-là, le néerlandais est ma langue académique. Et je travaille aux Pays-Bas à la Open University où je suis professeur de sociolinguistique et d'études postcoloniales.
D'accord. fait que, bon, j'ai commencé à travailler sur ce projet Mhm. parce que j'avais, pas seulement l'impression, mais je remarque qu'en Belgique, Mhm. pas seulement qu'aux Pays-Bas, Lumumba n'est pas connu du tout, il y a aussi Mhm. beaucoup de malentendus sur ce qu'il Ouais. représente et qui il était. Et donc, Ouais. c'est un peu, pour moi, c'était un défi de combattre les préjugés qui existent autour de Lumumba, étant quelqu'un Merci. qui est qui polarise, quelqu'un qui est extrémiste, qui est anti-blanc, et que, et voilà quoi. Donc toute cette image de peur qui, selon moi, a beaucoup à voir avec du racisme, avec la peur qu'on a envers l'homme noir comme étant Effectivement. une bête, agressif. Tout ça, moi, je suis convaincu que c'est des éléments qui jouent un rôle décisif dans comment Lumumba est perçu dans le contexte européen. Et je trouve que c'est ma responsabilité, en fait, Ouais. changer cette Mais personne. d'en parler et voilà quoi, de créer peut-être pas ce déclic, mais d'aider les autres à juste comprendre Voilà. que voilà quoi, qu'en Afrique il y a toujours eu des têtes pensantes Oui. qui ont toujours respecté les autres, qui ont toujours vu aussi l'étranger comme eux-mêmes, parce que je pense que à part la couleur de peau, même chez nous au Sénégal, par exemple là où je vis, là où j'ai grandi, je vis depuis que je suis né, on a des différences entre nous, mais loin de nous léser, en fait, cela ne fait que nous enrichir. Donc il y a toujours eu cette idéologie africaine Ouais. de l'être éclairé que je pense qu'il n'a pas été dans les universités et écoles occidentale. Parce que même nous, on a appris des choses ici à l'école en français, bien sûr, que les Français même n'ont pas appris. Ouais. Donc, franchement, je pense qu'il y a eu ce décalage-là et ça crée une énorme confusion par rapport à l'histoire africaine, même avant, voilà quoi, la décolonisation, si vous voulez, voilà le terme utilisé, en tout cas. Et quelle est ton image de Lumumba, Mohamed? Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, Lumumba, c'est quelqu'un qui a toujours été éclairé, par exemple, de comprendre que l'Afrique aussi a son rôle et il l'a toujours eu dans le théâtre de l'universel, si vous voulez. Donc, Lumumba, c'est quelqu'un qui était un peu en avance, si vous voulez, par rapport aux autres dans son pays, et ça a toujours existé, ces genres de personnes qui parlaient de choses qu'on voit aujourd'hui arriver, qui étaient quelque peu des visionnaires, quoi, si on veut. Moi, je pense que ces personnes-là, au moment où ils parlaient de ces sujets, les Africains peut-être n'en étaient pas encore là, tu vois, de manière structurelle et tout ça, parce qu'on était juste on était entourés. Parlons alors de sa vision avec Sibo, parce que j'ai lu un peu le livre qu'il a publié, et il y a une chapitre très intéressant sur le transfrontalier. Et c'est un nouveau mot pour moi, et peut-être Sibo, tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Écoute. Ouais, donc le truc, le transfrontalier, c'est en fait un concept que moi j'utilise. C'est pas Lumumba lui-même, mais c'est vrai qu'il était vraiment visionnaire à beaucoup de niveaux. Maintenant, je ne sais pas si les Africains n'étaient pas prêts à ça, puisqu'il était gagnant des élections démocratiques au Congo, les premières élections. Il est devenu le Premier ministre. Je crois que c'était surtout les Belges. Enfin, il y avait naturellement des Africains, surtout opportunistes, qui ne suivaient pas son chemin. Et c'était surtout les Belges et les Américains qui voyaient dans cette émancipation de l'Africain une menace pour leurs propres intérêts. Et qui a fait qu'on a tué quelqu'un qui était finalement quelqu'un de très raisonnable et très humaniste. Bon, maintenant, pour aller au transfrontalier, c'est un des chapitres de mon livre qui était aussi basé un peu sur mon vécu. C'est qu'au Congo, pour beaucoup de gens, le fait qu'on parle plusieurs langues, le fait qu'il y ait dans la même famille des gens avec différentes religions ou différentes versions de la religion, le fait qu'il y a même des gens d'autres ethnies qui font partie de la famille ou qui font partie de ton réseau, des gens qui sont proches,
tout ça, c'est la vie journalière, c'est normal, c'est quelque chose ça fait partie du vécu journalier de beaucoup d'Africains, en tout cas, surtout les Congolais, mais je suis convaincu au Sénégal aussi. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, parce qu'en fait, les Africains, même si en Europe, on parle souvent des problèmes ethniques, du tribalisme et tout ça, en soi, il y a beaucoup plus d'endroits en Afrique où il n'y a pas de tension technique, où il n'y a pas de tribalisme, et où les gens arrivent en fait à vivre dans la différence, et à ne pas essayer d'assimiler la différence, à ne pas essayer à faire à créer une homogénéité, mais à reconnaître que la différence, c'est une plus-value, et même à chérir cette différence, sans pouvoir la voir comme une menace pour l'unité nationale, etc. Donc, dans ce sens-là, le vécu de Lumumba, mais le vécu en fait du panafricanisme des Africains est une inspiration, je crois, énorme pour le monde à venir, le monde où on voit qu'il y a beaucoup plus de complexité, où l'État-nation, où il y a un peuple, un pays, un drapeau. Enfin, on voit ce qui se passe en Israël avec cette idéologie-là. C'est ça qui nous tue, quoi. Et je crois que dans Lumumba, comme beaucoup d'autres penseurs africains et dans la diaspora africaine, contribuent à une autre vision de l'humanité. Et c'est dans la même ligne que Fanon, finalement. Hein, on entend cette idée de dire, bon, c'est dans la lutte contre le colonialisme et contre le capitalisme, on peut retrouver une unité mutuelle. Une nouvelle forme de humanité, tu écris. Oui, moi j'appelle ça une nouvelle forme d'humanité. Comme je reprends les mots de Lumumba, parce que l'idée de l'humanité, comme nous étant tous des membres d'un groupe bien défini, les blancs, les noirs, je sais pas moi, des différents le truc, ce que j'ai lu, c'est reconnaître la différence entre nous en maintenant la diversité et la solidarité. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Après, je voudrais parler sur la vision que Lumumba pourrait avoir maintenant sur le thème de la migration. L'immigration surtout entre Afrique et Europe, parce que je crois que Lumumba aurait des idées très, très sérieuses sur ce thème, mais j'aimerais bien parler avec Ablaye aussi, parce qu'il est militant dans la migration, et c'est mieux de parler avec lui aussi. Mais il y a un problème avec Mustapha. Tu m'écoutes? Allô, Mustapha? Ah oui, allô, je suis en train d'écouter. Ok, tu as trouvé Ablaye? Ablaye, il n'est pas dans l'émission? Oui, il n'est pas là. Ok, je vais le faire signe. Ok, merci. À plus. Et Mo, un truc technique. Quand quelqu'un parle, c'est encore mieux quand on ferme son propre microphone, parce que avec le bruit, ça dérange un peu la qualité de l'émission. Ok, je comprends. Ok. Je retourne à Cibo parce qu'on a aperçu une conclusion, la vision de Lumumba. La solidarité avec la diversité, ça peut créer une nouvelle forme de humanité. C'est une vision, c'est un rêve, disons, mais c'est toujours une manière de penser qui est très fortement relationnée avec ce qu'on appelle en Sénégal le teranga. Ouais, c'est en fait, si on peut, excuse-moi, si on peut se permettre, le Sénégal est un exemple, je vais dire dans le monde, si on veut bien, de cette nouvelle forme d'humanité. Et ça, c'est depuis que le Sénégal est indépendant. On a su s'accepter entre, que ce soit que tu sois israélien, palestinien, hollandais, au Sénégal, on a toujours accepté et vécu avec les cultures, les religions et tout ça, tu vois. Donc, nous, on n'a jamais vraiment vécu ce problème-là de manière réelle et instantanée, quoi, tu vois. Mais c'est Patrick Lumumba, que si vous voulez, Thomas Sankara, ont éclairé le monde en ce sens-là. Et puisqu'ils étaient un peu sous l'emprise pas un peu, ils étaient carrément même sous l'emprise de ces pays
colonisateurs et qui voulaient profiter. Comme Sibo l'a si bien expliqué, il y avait des Africains qui étaient aussi opportunistes, donc qui voilà, voyaient leur propre essor et tout. Donc c'est ça qui a un peu causé, carrément causé le problème, quoi. Mais aujourd'hui, on en est conscient et on essaie d'avancer, voilà quoi, sans garder ces idées-là en tête et sans n'éva- euh, évacuer ces mauvaises énergies va nous permettre d'avancer, quoi. C'est ça que je voulais expliquer, tout simplement. Ok. Et peut-être c'est aussi une question pour aujourd'hui. Moi, aussi, si vous voyez à ce moment une successeur de Lumumba, un représentant de la vision de Lumumba dans l'actualité en Afrique. Alors, pour moi, franchement, je vois personne qui a actuellement ces idées ou qui les met en place, comme Lumumba l'avait franchement commencé. Que ce soit parce qu'au Congo, que ce soit les deux Congos, on n'a pas cette vision. On a des présidents qui sont qui durent dans les gouvernements et tout ça. Donc j'ai vraiment pas vu de changement depuis, que ce soit au Sénégal aussi pareil, au Congo pareil, au Burkina Faso. Certes, il y a eu ce changement-là, mais il nous faut du temps quand même pour voir ces avancées. Mais en tout cas, avec les Lumumba, on n'a pas encore eu de Lumumba depuis. Voilà quoi. Alors, c'est pas Sonko. Non, c'est pas ça, franchement. C'est pas IB. C'est qui IB? Mais peut-être c'est une femme qu'on ne connaît pas encore. Peut-être que c'est une femme, peut-être que c'est un homme, on ne sait pas encore. Cas. Ces idées sont là, mais seule une personne ne peut pas faire tout, quoi. Si on est un gars qui pense bien et qu'on est mal entouré aussi, franchement, les choses ne peuvent pas être aisées, quoi. Franchement. Ouais. Sibo, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour trouver le Lumumba d'aujourd'hui? Où chercher? Mais il en a parlé normalement, Sibo, vous avez... Je parle avec Sibo. Écoute-moi. Oui, le truc, c'est que naturellement, vous savez, comme Mohamed, je suis pas d'accord. Je crois Lumumba, c'est aussi un truc que je dis dans le livre, c'est on se rappelle que de l'individu, mais en fait, il y avait toute une équipe derrière. C'était vraiment une machine. Et c'est très important, en fait. Naturellement, on a tendance à écrire notre histoire en se focalisant sur des individus qui seraient des héros ou des traits spéciaux. Mais en général, bon, le changement ne va pas se faire si on n'a pas toute une équipe, toute une structure pour le faire. Et là aussi, pour l'avenir de l'Afrique, je crois qu'il faudra avoir plusieurs pays qui s'accordent et qui travaillent ensemble pour mener à bien ce rêve panafricaniste. Maintenant, moi j'ai tendance, mais je crois que bon, le débat n'est pas encore tranché, mais Ibrahim Traoré, pour le moment, même si je ne peux pas voir dans l'avenir et ça peut vraiment partir complètement en cacahuète, je ne sais pas. Et pour le moment, même si je le vois comme un représentant de ce rêve. Je voyais Lumumba, je voyais quelqu'un comme Mandela aussi comme un représentant de ce rêve. Effectivement. Naturellement, après l'Afrique du Sud, après moi je crois que le problème fondamental, c'est le capitalisme. Et si on ne touche pas à ça, on ne peut pas dire ça à Radio Teranga, mais si on ne touche pas à ça, si on ne remet pas en question ce système de profit pour le profit, d'enrichissement à perpétuité, quitte à tuer tout, rien ne va changer. Et c'est pour ça que, bon, moi je crois que, quelque part, je suis quand même optimiste. Je suis pessimiste et optimiste en même temps. Mais quand je vois, on n'en parle jamais en Europe, mais il y a beaucoup de révoltes en Afrique. Pas seulement des révoltes classiques dans le sens que les gens vont dans la rue et
et vont se révolter d'une manière agressive, disons, en cassant des choses. Mais il y a aussi une révolte qui se fait d'autres manières, dans la culture, dans la musique, dans le retrait, en fait, dans le refus de participer au système. Et naturellement, cette forme de lutte est moins visible, est moins considérée comme légitime par l'Occident, mais est peut-être aussi importante pour s'imaginer que ce rêve un jour va aboutir. Mais pour le moment, moi, c'est le Sahel, hein, avec tous ces problèmes, je continue à être naïf et à voir peut-être une issue là-bas. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis aussi parfois très pessimiste et un peu triste, quoi. Je me demande, je sais pas, Mohamed, est-ce que tu connais Kémy Séba? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Kémy Séba, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a de très, 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 très belles, non pas que des idées, de très belles actions en ce qui concerne l'Afrique en général, mais au Sénégal, quand il s'était installé, je ne sais pas si vous avez été, vous vous rappelez, Abdoulaye Wade l'avait chassé du pays et tout, parce qu'il dérangeait un peu. Ouais. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des personnes qui sont bien éclairées, qui veulent bien aider en ce qui concerne l'Afrique de manière générale, mais ils n'ont pas cette marge de manœuvre là pour dresser peut-être pas la foule, mais nous faire avancer, quoi. C'est des personnes après qui vont écrire, éclairer d'autres personnes et tout. Mais je pense que c'est les États, en fait, ils se battent contre des États et une personne ne peut pas le faire. Donc, tu vois. Donc, en général, ils sont heurtés à des murs. Mais Kémy Séba, actuellement, il est retourné chez lui, je crois. Et il peut un jour devenir président. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu... voilà, quoi. Mais et qu'est-ce que aussi vous pensez du Rwanda et de Kagame et tout ça? Ouais. Ah, ça c'est une très bonne question, Mohamed. Une très très bonne question. Qu'est-ce que je dois dire? Je crois qu'on ne peut pas. Écoute, Kagame a fait beaucoup de mal. Je dois toujours dire ça comme préambule avant de commencer. Surtout à mes frères congolais et surtout à mes frères Hutus qui ont dû fuir. Je dois dire cela. Il a fait beaucoup de mal et beaucoup de gens ont souffert à cause de Kagame. Mais je dois faire un grand mais. On ne peut nier que ce qu'il a fait dans les circonstances presque impossibles de l'après-génocide rwandais. Donc, dans les dernières 30 années, ce qu'il a fait n'est pas très différent d'un miracle. Et dans ce sens-là, un des éléments que j'aimerais accentuer sur Kagame, c'est qu'il a réussi à recréer le Rwanda en ancrant la politique rwandaise dans ce qui existait avant la colonisation. Donc, naturellement, on a hérité des structures étatiques, et politiques, économiques des Européens qui ont imposé ça en Afrique. C'est des structures qui créent l'inégalité, c'est des structures capitalistes. On les a héritées. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas aller dans ce qui s'était avant la colonisation. Et là, moi, je crois que Kagame a été et Kagame n'est pas seul, hein, encore une fois, toute l'équipe autour de lui a réussi à créer. En fait, ils sont encore en train de créer. C'est un work in progress. Hein, c'est un travail de longue haleine. Ils sont en train de créer en fait des nouvelles structures politiques qui sont ancrées dans la culture politique coloniale. Maintenant, le Rwanda a cet avantage, même s'il y a des tensions entre Hutus et Tutsis, a cet avantage d'être un pays où ils ont un passé d'être un État précolonial, hein, une royauté précoloniale, avec des instruments administratifs, organisationnels qui existaient même avant que les Européens soient arrivés là-bas.
Donc, dans ce sens-là, ils ont cet avantage. C'est beaucoup plus compliqué dans un contexte congolais, par exemple. Ah oui, ouais, Bon. effectivement. Ils mais avaient leur j'aimerais propre quand même- structure avant. Oui. Mais en même temps, j'aimerais quand même aussi clôturer. Enfin, donc, je critique Kagame, mais j'en suis aussi. En même temps, je trouve aussi que c'est une inspiration. Mais Ouais. ce que je reproche et qui est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire quand je dis que Kagame ne fait pas ça seul, c'est que moi, je ne vois que lui. Et peut-être que c'est dû à comment je lis les nouvelles, hein, comment on me raconte ce qui se passe au Rwanda. Mais je ne vois que lui, l'homme fort, et je vois que quand lui partira, le Rwanda retombe dans le déluge. Mais ça, c'est peut-être ma perspective européenne. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je ne vois pas toute l'histoire, que c'est ça qu'on a envie de me dire, que c'est un nouveau un dictateur seul, après lui le déluge. Et moi, j'aimerais avoir cette vision de voir que non, il y a une équipe ici, il y a une autre génération qui suivra Kagame. Et en fait, il y a quelque chose structurellement, quelque chose de structurel qui est en train de changer. Donc, voilà, c'est ma vision sur Kagame. Ouais, je pense aussi. Ah oui, c'est partagé. Partagé. Ouais, effectivement. Moi, je pense aussi que les mentalités sont actuellement, de manière générale, pas en train de changer, mais d'évoluer. Hein, parce que le changement serait tout de même radical, parce qu'on romprait avec nos valeurs, nos routes, si vous voulez. Et ça, je le souhaite pas à l'Afrique ni à l'Europe. Personne n'a ce droit-là, je pense, de rompre avec sa réalité, ce que ses ancêtres ont laissé. Et je pense qu'on est en train d'évoluer. Et si le président avant était carrément entouré que de dinosaures, aujourd'hui il y a des têtes pensantes qui ont envie de faire évoluer les choses. Donc si c'est pas l'État, ce sera comme dans des exemples qu'on a pu voir au Burkina, au Mali et tout. Ce seront d'autres qui vont reprendre les rênes. Et voilà quoi. Et il va falloir encore du temps pour voir ce que cela va donner. Donc actuellement, on peut pas en tirer des conclusions vraiment précises et tout ça quoi. Ouais, je suis d'accord. Je crois qu'il y a une autre participante à l'émission. Il s'appelle Fellow Yetster. C'est maybe Ablai. Il n'a pas la caméra, il n'a pas ouvert le microphone. Amdi était déconnecté. Je pense que c'est lui. Bah, Maïcha, ça va, merci bien. Ça va, alhamdoulilah. Je pense que c'est Amdi qui était déconnecté. Ok. Maintenant, j'essaie de l'aider un peu pour voir. Amdi. Ok. Mohamed, tu peux fermer le microphone un instant? Yes. Parce que... Bonjour, salut, c'est Abdoulaye. Ouais. Ok. Yeah. Ok. Je vais te présenter Abdoulaye Sibo. Nous avons déjà beaucoup parlé de son livre sur Patrice Lumumba et on a cherché la significance actuelle de la vision de Lumumba, la manière de vivre ensemble et de nier les frontières entre nous et de chercher la solidarité, remplaçant le colonialisme, le racisme, toutes les frontières entre nous. Voilà. Et ça se touche au thème de la migration. Hein? Quand Lumumba a eu le rêve de finir avec toutes les frontières coloniales en Afrique, aujourd'hui, on parle de les frontières entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pas une histoire de Lumumba, c'est pas une histoire de Ubuntu, c'est pas une histoire de Teranga, c'est une histoire de misère, voilà. Et c'est une question de militarisation des frontières. Alors, ma question, Sibo, serait quelle serait la vision actuelle de Lumumba sur le thème de migration de l'Afrique à l'Europe et en revers, oui. Oui, bonjour. Félicitations pour le thème et félicitations aussi à Sibo de son livre.
Voilà. Bon, on peut citer Lumumba, mais on peut en citer d'autres qui ont eu la même mission et la même vision de vouloir réunir les Africains. Parce que tant qu'on n'est pas unis, on n'est pas fort. On a toujours subi la balkanisation. Tous les pays dominateurs ou même les colons nous ont voulu séparer, c'est eux-mêmes qui ont tracé les frontières. Et voilà, tous ceux qui se sont levés pour essayer de parler de panafricanisme, d'union et autres, on les a éliminés, bien vrai avec la communauté des Africains. Alors, jusque-là, ça peine à prendre parce que l'Occident a vraiment une bonne manne représentative ici en Afrique. Les uns veulent l'union, les autres sont toujours là pour servir cette balkanisation-là. Il faut que les Africains soient conscients. On en parle, ça peine à prendre. Voilà, ce qui se passe au Sahel qui est plus proche de nous, là et hier, pour nous, qui se disent panafricains, l'union nous parle beaucoup parce que c'est sincère. On a eu la CEDEAO, que les anglophones appellent ECOWAS, on a eu l'Union africaine, on a eu pas mal d'organisations, mais on sait que c'est pas aussi sincère que ça, et il y a toujours la... C'était Aboulaye. Ouais, c'était Abdoulaye. Ok. Je vois Jean Gomis, bonjour. Oui, bonjour. C'est aussi un début dans l'émission de Radio Teranga. Bienvenue. Oui, merci. Mbole Modole. Merci. Ok. Abdoulaye, vous êtes là? Ok. Je suis le frère à Martine Gomis. Ah oui, elle est ici, hein? Bonjour. Jean? Bonjour. Jean Gomis. Jean, ça va? Oui, ça va. Ah, bienvenue dans la radio. Ah, merci. Enchanté, mon frère. Merci. Enchanté. Merci. Tu as suivi ce qu'on a discuté maintenant? Ok, mais on se vit là, lors de Moussa Sarr. Oui. À Dakar. Oui. Notre oui, grand je te frère. reconnais. Oui, je te reconnais. Je te reconnais. Oui, je l'ai connu. Bien sûr. Mais tu étais à Dakar, non? Oui, j'étais là. Oui, je te reconnais. Oui, merci. Et sinon, ça va? J'ai vu plein de familles. Beaucoup de familles. C'est la famille africaine. C'est une grande famille transfrontalière. Voilà, c'est une grande famille. Voilà. C'est la famille africaine. Je vais te présenter à notre frère transfrontalière qui a écrit le livre sur Lumumba. Il s'appelle Sibo. Il a donné sa opinion sur Paul Kagame, qu'il est de notre âge, non? Qu'est-ce que tu opines sur Paul Kagame, Monsieur Gomis? Paul Kagame? Oui. Ah, mais au départ, il était un bon président. Hein? Ouais, au départ, après la génocide, il a pris le pays, il a changé le pays, il a un peu développé le pays. Mais après, il commence à déconner, quoi. Il a commencé à quoi? Il a commencé à déconner. À déconner, ah oui. Ouais. En attaquant la FDC. C'est curieux, mais je crois que ça passe beaucoup avec les leaders qui sont très populaires au début et après ils ont des mensonges, ils ont des arrogances, ils ont trop d'argent. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des chefs. Mais la plupart des dirigeants africains sont comme ça. Hein? Mais pourquoi?
Pourquoi? Parce que nous savons bien, nous avons tous nous sommes connus avec la vision de Lumumba. Tous connaissons le Teranga. Tout le peuple connaît l'Ubuntu. Tout connaît l'histoire d'Afrique. C'est une histoire sans frontières. C'est une solidarité dans la diversité. Pourquoi les chefs sont libres d'exercer leurs bêtises, leurs conneries? Pourquoi? Parce qu'on leur donne trop de pouvoir. On le laisse. On le laisse faire, on leur donne trop de pouvoir. Oui, c'est laisser Et puis, passer. ils viennent avec leur famille, leurs proches. Oui, mais c'est à cause de nous, les vieux. Il faut passer le monde à la jeunesse avec une vision meilleure. Tu prends l'exemple du Sénégal. J'aime beaucoup, j'aime bien, je me sens très confortable. Je me suis trouvé dans une ambiance de libre communication, d'amitié, de solidarité, et sans problème. Hein? J'étais une rarité. Quand je trouve comme le seul blanc dans le quartier, dans les funérailles, dans les cimetières. Je suis conscient que je suis blanc, mais je suis conscient que je suis là, que je suis part de la famille, que je suis connecté, voilà. Vraiment, vraiment. C'est facile à Sénégal, mais c'est facile en Afghanistan aussi. Hein? Okay. C'est universel. C'est universel. Mais le problème ici, vivant en Europe, et Sibo peut expliquer encore mieux que moi, en Europe, c'est pas comme ça. Alors, j'ai une question. Hein. Alors, moi, j'ai une question. Hein. Voilà, allez-y, moi. Ouais, moi, je disais que le Sénégal, il est comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a qu'au Sénégal aussi où les gens ont cette mentalité-là? En Europe, les gens en parlent, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Donc, je pense que c'est une question aussi qui doit dépasser les paroles, mais qui doit voilà quoi, se concrétiser en actes. Donc ma question est pourquoi aujourd'hui il y a toujours ce blocage là en Europe des mentalités et tout ça. Voilà. C'est beau. Moi j'ai ma théorie là-dessus. Hein. Bon, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle L'Ordre Blanc. Bon, oui. Moi je crois que les Européens sont complètement je parle de racisme, mais pas du racisme dans le sens que on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas, ou que la xénophobie, disons, ou quand on a peur des étrangers, tout ça c'est peut-être universel. Mais le racisme comme un isme, comme une idéologie, quelque chose qui structure la société. Et selon moi, je suis convaincu quand je vois même les actes des Américains ou les Israéliens, c'est vraiment cette arrogance, cette hyper... les gens sont trop sûrs d'eux, il y a vraiment une arrogance, je crois que c'est le meilleur mot pour dire une arrogance blanche qui fait que être noir, bon moi je suis métisse, hein, donc moi je suis blanc quand je suis en Afrique, et je suis noir quand je suis en Europe. Et mais c'est deux choses, c'est une expérience. Dans les deux cas, on me repère. Dans les deux cas, on me voit. Hein, et dans les deux cas, on le nomme aussi. Mais je ne peux pas comparer les deux expériences. L'expérience d'Europe, c'est d'être perçu comme une menace, comme quelqu'un de dangereux, comme un criminel, ou en tout cas potentiellement quelqu'un qui pourrait, je sais pas moi, un violeur. Toutes les associations négatives, pauvreté, profiteur, tout ce que tu peux t'imaginer comme un individu négatif, ça colle sur moi à cause de ma couleur de peau, parce que m'associe à l'Afrique. Donc c'est ça qui se passe dans la tête des Européens. Après, il y a des Européens qui ne sont pas comme ça, hein. Je ne vais pas faire l'amalgame, mais je dis que c'est dans les structures. C'est ça que les Européens sont stimulés à penser comme ça, et quand ils regardent les nouvelles, ils sont stimulés à voir le monde comme ça. Après, quand je suis en Afrique, quand je suis au Congo, les gens voient que je suis métisse. Les gens voient que je ne suis pas 100%, qu'un de mes parents doit être blanc. Mais cela ne veut jamais dire que je ne peux pas être un frère de la nation. Cela ne veut jamais dire que je ne peux pas être un Africain, ni un panafricain. Je peux, par
partie du club ou de la famille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout est dans comment je me comporte, comment je crée mes relations avec d'autres Africains, comment je parle la langue, etc. Tout ça, ça peut me donner accès sans nier ma différence. Ma différence est reconnue, elle est là. Elle est réelle, ouais. Il est trop européen, celui-là, ou il est trop carré, et tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas en contradiction avec mon appartenance à la famille ou à la nation. Et ça l'est en Europe. En Europe, c'est comme une contradiction. Je suis un paradoxe en Europe. Parce que je parle la langue parfaitement, parce que je suis complètement assimilé ou intégré, mais je n'ai pas la bonne apparence. Et ça, quand même, je trouve qu'en Afrique, et je ne veux pas nier, il y a des tensions, il y a des préjugés, comme partout. Mais cela n'est jamais au même niveau, n'est jamais de la même intensité qu'on le subit en Afrique. Chaque Africain qui a vécu en Afrique connaît ce que je dis. Et c'est malheureux. Alors, maintenant, on a appris, et on est encore toujours en train d'apprendre aux Blancs, et c'est pas toi personnellement, mais on t'a appris ça à l'école, que vous êtes meilleur, que vous êtes plus intelligent, que vous êtes mieux organisé, que vous êtes plus propre, etc. Naturellement, foutaise, tout ça, c'est des mythes, mais ces mythes ont été répétés tellement de fois qu'on y croit. Et même, c'est tellement grave que les Africains, qui, eux, comme moi, qui ont été éduqués dans le système européen, commencent à y croire aussi, à croire en leur propre infériorité et la supériorité de l'Europe. Et c'est là, selon moi, qui est le cœur du problème. Je me rappelle quand j'étais petit, je vais culturer avec ça. Quand j'étais petit, je me rappelle, mon papa, il travaillait à Lubumbashi, dans le sud du Congo, et il y avait un problème de corruption dans la région, et il a dû parler avec le ministre pour lui dire, ministre, il y a un problème, moi je veux faire mon travail, mais on est en train de... Tout le monde veut me corrompre, etc. On ne peut pas avancer comme ça. Et le ministre lui dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu crois, qu'on est en Europe ou quoi? Nous, on est des sauvages. Nous, on est des sauvages. Il me dit, moi j'avais 12 ans, j'étais là à côté de lui. Ça m'a tellement touché. On est des sauvages. Nous, les Africains, on est des sauvages. C'était un type avec un doctorat en économie d'Europe. Et il dit des trucs comme ça. Bon, maintenant, moi, je crois que la nouvelle génération des Africains n'est pas comme ça. Il y a un changement qui se passe. Quel changement? Vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. Quel changement on voit? Qui voit le changement dans la mentalité entre la jeunesse d'aujourd'hui et les retards comme nous? Moi, j'ai presque 70 ans. Je m'excuse. Je suis un salaud blanc, mais je m'excuse. Et le problème, dans ma opinion, en Hollande, en général, beaucoup de monde, ils ont peur. Ils ont peur de l'étrange. Ils ont peur de l'inconnu. Et quand les politiciens d'extrême droite nourrissent cette peur, imposent une terreur dans les pensées, ça donne un fascisme, ça donne un populisme qui est très dangereux. Effectivement. C'est difficile de combattre la peur. Hein? La peur, on ne peut pas nier. C'est vrai, ça existe. On peut nourrir ou on peut guérir. Je crois qu'on peut guérir avec l'aide, par exemple, de vous les Africains, de vous qui connaissez l'Ubuntu, de vous qui connaissez la Teranga. C'est un chemin qu'on peut choisir, qu'on peut apprendre, qu'on peut voir. Et c'est ce que je veux faire ici en Hollande avec notre projet sur le Teranga. De montrer un chemin pour échapper de la peur, pour faire connaissance de la manière artistique et d'échange et d'être ensemble, de se réunir pour se connaître, pour s'apprécier, pour, disons, élever, transcendre les frontières entre nous. Et voilà, c'est Teranga, non? Oui, c'est ça. C'est l'humanité. On cherche une forme de l'humanité qui peut s'opposer
Mais si on s'oppose, on se défend. Mais il faut attaquer. Il faut réaliser notre propre réalité. C'est l'artiste. C'est le message de notre père, notre frère, Papa Sakho. To make a life again. Ça veut dire aussi traverser les frontières pour faire une nouvelle vie, une nouvelle humanité, un nouvel monde. Voilà. C'est la vision. Je crois que c'est aussi une vision qu'on peut partager avec le Mumba. Hein? C'est pas histoire, c'est nu, c'est maintenant. Bah, si vous voulez, moi, Sibo, encore une fois, merci pour nous avoir écrit ce beau livre déjà que on n'a pas encore lu, mais les grandes lignes, en tout cas moi, me donnent envie de nous plonger dans cette lecture-là et surtout aussi de l'ordre blanc. Je ne sais pas comment je ferai pour avoir il y a une forme vous avez publié que des livres ou il y a des formes virtuelles où je peux commencer dès maintenant à lire? Ouais, le problème, c'est que tout ça, c'est en néerlandais, mais je travaille, je me suis promis de travailler cette année sur une traduction en français, parce que beaucoup me le demandent. Et donc voilà, dès que c'est en français. Maintenant, tout ce que j'ai fait comme podcast, c'est aussi toujours en néerlandais. C'est vraiment clairement pour un public hollandais et flamand en Belgique. Mais donc, il y a trop de monde qui me demande de le traduire, pas seulement en français, mais aussi en anglais. Donc, je dois commencer à mettre la machine en marche pour faire ça. D'accord, je vous souhaite bonne chance là-dessus, en tout cas. Merci. Alors moi, ce que je voulais aussi dire par rapport à aujourd'hui, c'est que l'éveil peut se faire aussi de par l'écoute de soi, comme disait Yo tout à l'heure. Aujourd'hui, pas que les Européens, mais je pense que beaucoup viennent en Afrique et ne prennent même pas le temps de nous écouter, d'apprendre de nous et de savoir là où on en est par rapport à, si vous voulez, à la philosophie, à toutes les questions essentielles du monde, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui viennent et que s'intéressent seulement à l'aspect accueil et voilà quoi, bonne attitude qu'on a et à l'aspect intellectuel que nous développons aussi en Afrique, comme tout humain a ses facultés intellectuelles qu'il développe chez lui. Donc, je pense que si aujourd'hui le débat est ouvert, voilà, parce qu'on a Internet, les gens peuvent s'écouter de par des podcasts, peuvent se déplacer et doivent même se déplacer pour des questions essentielles. Si on arrive à mettre cela en place, je pense qu'il y aura moins de peur en tout cas et moins de frontières entre les hommes. Effectivement. Dire Elief. Merci. Monsieur, je crois que ici, Néné, elle a servi un bon repas pour nous et c'est aussi pour partir pour cette semaine. Le Radio Teranga est toujours là le mercredi à partir de 3h Amsterdam, à partir de la 1 à Sénégal. Et on peut le trouver sur Internet aussi, à YouTube. On peut communiquer ça autre jour, mais c'est toujours là et j'aime très bien. J'ai apprécié beaucoup votre présence. Et pour terminer, je vais jouer un peu la musique de Badi. C'est un rappeur congolais qui vit en Belgique. Et il chante une chanson et je veux savoir de quoi il parle. Écoute-moi. Ok. La Mancha. Yeah. De Casa, Bogota, Sao Paulo, Kinshasa, Brazza, Free Congo, Free Soudan, Liberté à Casa, l'excès menotté, violence et carter à traiter, Parisien refoulé, noyé à la Ventosa, mon visage en crédit, en Carcasie, mal du pays, Léonasie, Léostasie, paparazzi, étranger immigré, étudié pour Europe fortifiée, Naye Koto, Namato, moi je suis boulanger, paparazzi, on va la mer, Voilà, c'est Badi, mais il parle de RAS.
R-A-S, c'est quoi? Rien à signaler. Hein? Rien à signaler? Ah, rien à signaler. Ah, ok, j'ai compris. Voilà, merci beaucoup. Ok. Qui a besoin de dire encore quelque chose à notre écouteur, ici en Hollande ou là-bas en Afrique? Sinon, on dit au revoir. Au revoir, ciao. Au revoir, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Doei. Ok, ciao. Ciao. Ok. Ciao. Ciao, ciao, merci. Au revoir. Ça joue les aveugles dans la tête. R.A.S. 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 Ngana bungi neti zombi. Mwana boka na malili. Ndambe yonde mokonzi. Ngana kufi neti zombi.